Le jour où Isaiah Bristol a poussé la porte de la boutique de couture d'Eva Monroe et lui a demandé de confectionner une robe de mariée pour une femme à qui il n'avait pas encore fait sa demande, Eva a ri si fort qu'elle a failli faire tomber sa pelote d'épingle du comptoir. Et ce rire éclatant, spontané et pas du tout distingué fut le moment précis où Isaiah Bristol a su qu'il était déjà dans de beaux draps. C'était au printemps de 1878. La ville de Caldwell, au Kansas, reposait comme une pièce de monnaie chauffée par le soleil au bord de la piste Chisholm. Elle bourdonnait du passage des troupeaux, de la poussière et de l'énergie agitée propre à un lieu qui ne savait pas s'il voulait être civilisé ou sauvage. Les bouviers passaient par vagues à chaque saison, apportant argent et problèmes en proportion à peu près égale. Et les résidents permanents de Caldwell avaient appris à se préparer pour les deux. La ville avait un shérif, 3 saloons, un magasin général, une écurie, une petite église au clocher tordu et la boutique de couture d'Eva Monroe. Celle-ci se trouvait entre le bureau de poste et le barbier. Sa vitrine exposait toujours quelque chose de fraîchement cousu et de charmant dans une ville qui manquait cruellement des deux. Eva Monroe avait 26 ans, bien qu'elle se déplaçât dans la vie avec l'assurance délibérée d'une femme qui gérait ses propres affaires depuis très longtemps. Elle était arrivée à Caldwell 4 ans plus tôt par la diligence du Missouri. La mort de sa mère l'avait laissée avec un modeste héritage, une machine à coudre et aucune raison particulière de rester là où elle avait vécu. Elle n'était pas le genre de femme qui inspirait la poésie douce et mélancolique que certains hommes écrivaient sur les femmes qu'ils admiraient. Elle avait l'œil vif et la langue bien pendue, et elle avait une façon de regarder les gens droit dans les yeux qui les rendait agréablement transparents, comme si elle pouvait voir non seulement ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils pourraient devenir. Ses cheveux étaient d'un brun profond et chaud, comme le bois de noyer. Elle les gardait attachés de manière pratique sur sa nuque pendant les heures de travail. Mais de petites mèches s'en échappaient toujours autour de ses tempes vers midi, s'enroulant dans la chaleur du Kansas en quelque chose de beaucoup moins pratique et de beaucoup plus charmant. Ses mains étaient toujours légèrement calleuses à cause de l'aiguille, et elle considérait cela comme un insigne d'honneur plutôt qu'un défaut. Elle avait bâti une véritable entreprise à Caldwell, ce qui n'était pas un mince exploit pour une femme seule. Elle confectionnait des vêtements de travail, des tenues du dimanche, des rideaux et des courtes pointes. Une fois, elle avait mémorablement réparé la tente d'un battleur itinérant en échange d'une bouteille de quelque chose qui, selon lui, guérissait les rhumatismes et qui sentait fort le pain et le whisky. Les femmes de Caldwell lui faisaient une confiance, ce qui était la monnaie la plus précieuse dans une petite ville. Et les hommes qui passaient par la piste avaient vite appris que sa boutique n'était pas un endroit où flâner sans affaires sérieuses. Car Eva Monroe avait un regard qu'elle lançait aux cowboys errants, plus efficace que n'importe quel verrou. Isaiah Bristol n'avait pas l'intention de flâner. Il avait l'intention de mener une affaire très spécifique. Il était entré dans sa boutique ce mardi matin de mai, son chapeau à la main, avec ce qu'il considérait en privé comme une demande parfaitement raisonnable. Isaiah avait 31 ans et il avait le genre de visage qu'on ne pouvait s'empêcher de regarder. Non pas parce qu'il était d'une beauté conventionnelle et raffinée, mais parce qu'il était honnête. Chaque émotion qu'il avait jamais ressentie semblait y avoir laissé une marque. Les rides au coin des yeux dues à des anis de soleil, la légère cicatrice le long de sa mâchoire d'une chute de cheval à 19 ans, la façon dont ses yeux devenaient très fixes et directs quand il était sérieux, c'est-à-dire la plupart du temps. Il était grand et bâti solidement, d'une manière qui venait du travail réel plutôt que de la parade, et il portait ses vêtements comme les travailleurs portent leurs vêtements, c'est-à-dire qu'il lui allait, et il n'y pensait pas beaucoup au-delà de ça. Il était arrivé à Caldwell il y a 3 ans avec un petit troupeau, un pécule emprunté, et la conviction tenace que la terre juste au sud de la ville pouvait être transformée en quelque chose de valable. Il avait eu raison. Le ranch Bristol comptait maintenant 400 têtes de bétail et employait 6 ouvriers. Isaiah avait construit la maison principale lui-même au cours de 2 hivers, travaillant dans le froid avec une détermination que son employé, Pete Dalloway, décrivait comme admirable ou troublante selon le jour. Il entra dans la boutique d'Eva Monroe et la petite cloche au-dessus de la porte l'annonça. Elle leva les yeux de derrière le comptoir où elle ourlait quelque chose de bleu. Il s'éclaircit la gorge et dit « Mademoiselle Monroe, j'ai besoin d'une robe de mariée. » Eva posa son aiguille.
Elle le regarda avec une attention calme. Pour votre femme? Demanda-t-elle. Pas encore, ma femme, dit-il. Pour votre fiancé, alors? Pas encore ça non plus, dit-il. Eva Monroe l'étudia un moment, puis elle se mit à rire. C'était un rire franc et sincère, pas le genre poli que les gens utilisent pour adoucir les moments gênants, mais le vrai rire qui vient d'un amusement authentique et irrésistible. Elle posa une main à plat sur le comptoir pour se stabiliser, et l'autre main vint couvrir sa bouche. Ses yeux, qui étaient d'une nuance particulière de gris vert, qu'Isaiah ne remarquait que maintenant pour la première fois, en 3 ans de vie dans la même ville, se plissèrent au coin sous la force du rire. « Vous voulez que je fasse une robe de mariée? » dit-elle quand elle se fut reprise. « Pour une femme à qui vous n'avez pas fait votre demande? » « C'est exact, » dit Isaiah, et sa voix était parfaitement égale, ce qui rendait la situation encore plus drôle, et Eva pressa sa main plus fermement sur sa bouche. « Et si elle dit non? » demanda Eva. « Elle ne le fera pas, » dit Isaiah avec une confiance si absolue qu'elle en devenait presque attachante. « Vous ne pouvez pas le savoir, » dit Eva. « Je le sais, » dit-il simplement. Eva le regarda avec l'expression qu'elle réservait aux situations qu'elle trouvait à la fois exaspérantes et intéressantes. « Qui est-ce? » demanda-t-elle. Et c'est là que la certitude d'Isaiah Bristol connut sa première petite fissure. Car la vérité était qu'Isaiah était entré dans cette boutique en sachant exactement ce qu'il voulait, mais en omettant presque entièrement de tenir compte de la question parfaitement raisonnable de savoir pour qui c'était. Il avait passé les 3 dernières semaines à prendre de plus en plus conscience qu'il allait épouser quelqu'un. Et cette prise de conscience n'était pas arrivée comme une question, mais comme une affirmation de fait que son propre esprit avait apparemment livré sans sa permission consciente. Il connaissait cette personne. Il la connaissait depuis 3 ans. Le problème était que, debout ici dans sa boutique, avec elle qui riait de lui et ses yeux gris-vert brillants d'un amusement sincère, et ses petites mèches de cheveux brun noyés bouclant autour de ses tempes, il commençait à réaliser avec une clarté lente et quelque peu alarmante que son subconscient avait été considérablement en avance sur son esprit conscient, et que la robe de mariée qu'il était venu commander avait toujours, à un certain niveau qu'il ne découvrait que maintenant, été destinée à la femme qui se tenait juste devant lui. Il ne dit rien de tout cela. Ce qu'il dit fut « Je dois réfléchir à certains détails ». Eva haussa les 2 sourcils. « Vous voulez commander une robe de mariée et vous devez réfléchir aux détails ?» répéta-t-elle. « Les mesures, dit-il. Je dois vous donner les mesures. »« Les mesures de qui ?» demanda Eva, et il y avait quelque chose dans sa voix qui était moins amusé maintenant et plus sincèrement curieux, penchant légèrement vers une question qu'elle ne posait pas tout à fait. « Je reviendrai, dit Isaiah. » Il remit son chapeau sur sa tête, lui fit un signe de tête avec la dignité particulière d'un homme qui faisait une retraite extrêmement digne d'une situation qu'il avait complètement mal jugée, et sortit de sa boutique dans la matinée ensoleillée du Kansas. Eva fixa la porte pendant 30 bonnes secondes après qu'elle se fut refermée. Puis elle reprit son aiguille et retourna à l'ourlet bleu, mais elle constata que son attention ne cessait de dériver vers la porte et de s'éloigner du fil, et que le sourire sur son visage mettait beaucoup plus de temps à s'estomper que ce qui était strictement justifié. Isaiah retourna là où il avait attaché son cheval devant le magasin général et resta là, la main sur le pommeau de la selle, sans monter, juste en train de penser. Pete Dalloway était appuyé contre le poteau voisin, mâchant un brin d'herbe sèche, et le regardant avec l'expression d'un homme qui avait déjà vu son employeur faire des choses inexplicables et avait appris à attendre. « Comment ça s'est passé? » demanda Pete. « Bien, dit Isaiah. » Pete mâcha son herbe. « Vous avez commandé la robe? » « Il y avait des détails à régler, dit Isaiah. » Pete resta silencieux un moment. Il avait 43 ans et avait travaillé dans des ranchs au Texas et au Nouveau-Mexique avant de monter vers le nord à Caldwell. Il avait une perspicacité lente et mûrie par l'expérience qu'Isaiah appréciait et trouvait parfois gênante. « Quel est votre plan exactement, patron? » demanda Pete. Isaiah le regarda. « J'y travaille, dit-il. »« Vous y travaillez depuis 3 semaines, observa Pete. »« J'y travaille toujours, dit Isaiah. » Il monta sur son cheval et retourna vers le ranch. Il passa tout le trajet à penser à des yeux gris-verts et à un rire qui n'avait absolument aucune raison d'être aussi séduisant. Ce qu'Isaiah savait d'Eva Monroe depuis 3 ans et dont il n'avait pas tenu compte,
c'est qu'elle n'était pas une femme qui se laissait facilement gérer ou manœuvrer. Il l'avait vue gérer des clients difficiles et des situations difficiles avec une compétence vive qu'il avait toujours admirée de loin. Et il comprenait instinctivement que l'approche directe était la seule qui avait une chance de fonctionner avec elle. Le problème était que l'approche directe exigeait qu'il comprenne ce qu'il essayait réellement de dire. Et il trouvait cela considérablement plus compliqué que d'attraper un bouvillon au lasso ou de gérer un troupeau à travers un vent du nord texan. Il passa 2 jours au ranch à s'occuper des affaires légitimes du ranch, ce qui l'aida quelque peu. Il y avait des clôtures à vérifier, un abreuvoir à réparer et un différend entre deux de ses ouvriers à arbitrer. Et les exigences pratiques du travail apaisèrent en lui quelque chose que l'incertitude avait perturbé. Le 3e jour, il retourna à Caldwell, soi-disant pour aller chercher des provisions au magasin général, et se retrouva debout devant la boutique d'Eva Monroe avec un sac de farine dans les bras et aucune raison particulière d'y entrer. Il y entra quand même. Eva était à sa machine cette fois, actionnant une pédale à un rythme régulier. Elle leva les yeux quand la cloche l'annonça et ne s'arrêta pas de travailler. « Monsieur Bristol, dit-elle, avez-vous réglé vos détails? »« J'y travaille, dit-il. » Elle le regarda brièvement puis se reconcentra sur son travail. « Vous pouvez poser ce que vous avez sur la chaise si vos bras sont fatigués. » Il posa la farine sur la chaise indiquée et resta au milieu de la boutique, se sentant quelque peu grand et encombrant, ce qui n'était pas un sentiment auquel il était habitué. La boutique sentait le tissu propre et quelque chose de légèrement floral, de la lavande peut-être. Des rouleaux de tissu étaient empilés le long d'un mur dans des couleurs allant du brun fonctionnel à un vert émeraude profond qui captait la lumière de l'après-midi et en faisait quelque chose d'intéressant. Des robes à divers stades de confection étaient suspendues à une tringle près du mur du fond, et un mannequin près de la fenêtre portait quelque chose de blanc et partiellement assemblé qui lui serra légèrement la poitrine avant qu'il ne détourne son attention. « Sur quoi travaillez-vous » demanda-t-il pour dire quelque chose. « La robe du dimanche de Madame Hargrove, » dit Eva. « Elle la veut pour la fin de la semaine. »« Madame Hargrove est-elle difficile » demanda-t-il. Va arrêta sa pédale et le regarda avec une expression d'amusement léger. « Vous faites la conversation, Monsieur Bristol? »« Oui, admit-il. » Elle l'étudia un moment, puis immobilisa son pied sur la pédale et lui accorda toute son attention, ce qui était légèrement déconcertant car elle ne la diluait pas. « Vous êtes revenu, observa-t-elle. « J'ai dit que je le ferais, dit-il. « Vous avez aussi dit que vous régliez des détails, dit-elle. « Et pourtant, vous voilà à poser des questions sur Madame Hargrove. » Isaiah prit son chapeau entre ses mains, un geste qu'il faisait quand il était direct et qu'il voulait que son interlocuteur le comprenne comme tel. « Je ne suis pas très doué pour ça, dit-il. »« Pourquoi » demanda Eva. « Pour ça, dit-il, et le mot englobait quelque chose de plus grand qu'il n'avait les mots pour le spécifier. Eva resta silencieuse un moment, le regardant avec cette attention claire et constante. Puis elle dit, « Asseyez-vous, Monsieur Bristol, avant d'user mon plancher. » Il n'y avait pas de chaise près de lui. Alors il se percha sur le bord du tabouret en bois qui se trouvait près de sa table de coupe. Et Eva croisa les mains sur ses genoux et attendit, ce qui était en quelque sorte la chose la plus difficile qu'elle aurait pu faire. « Je vis dans cette ville depuis 3 ans, dit Isaiah. « Je sais, dit-elle. Moi aussi, nous nous sommes parlé, continua-t-il, au magasin, à l'église, la fois où la grange des Jenkins a brûlé et que tout le monde est venu aider. Je me souviens, dit-elle. Je pense, dit Isaiah prudemment, depuis quelque temps maintenant, que j'aimerais vous connaître mieux que je ne le fais. Eva était très immobile. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre de sa boutique sous un angle bas, attrapant les grains de poussière et les rendant dorés. Dehors, un cheval passa au pas lent, ses sabots résonnant sur le sol sec. « La robe de mariée est-elle pour moi ?» demanda-t-elle. Isaiah la regarda directement, de la manière dont il regardait toujours les choses qu'il avait besoin de voir clairement. « Oui, dit-il, je pense que oui, bien que je comprenne que c'est une façon étrange de procéder. » Eva l'étudia. « C'est la façon la plus étrange que j'ai jamais entendue, dit-elle, et sa voix était calme et mesurée, bien que quelque chose derrière ses yeux ait basculé dans un territoire plus difficile à lire. Vous êtes entré ici et m'avez demandé de faire ma propre robe de mariée avant de m'avoir dit un seul mot de ce que vous ressentiez. Je le sais, dit-il. Qu'auriez-vous fait demanda-t-elle,
Si j'avais simplement accepté et commencé à prendre des mesures, m'auriez-vous fait votre demande alors, au milieu d'un essayage? Il y réfléchit avec un sérieux sincère. Probablement, dit-il. Cela ne semble pas être le pire moment. Eva le regarda longuement, puis un lent sourire commença à un coin de sa bouche et s'élargit. Elle dit, Isaiah Bristol, vous êtes soit l'homme le plus confiant, soit l'homme le plus insensé que j'ai jamais rencontré. Mon ouvrier Pete pense que c'est la deuxième option, dit Isaiah. J'espère que vous conclurez que c'est la première. Elle rit de nouveau, plus doucement cette fois, et le son de son rire s'installa dans la pièce comme quelque chose qui y avait toujours appartenu. Je vous connais à peine, dit-elle. Pas vraiment. C'est ce que j'aimerais arranger, dit-il. Elle resta silencieuse. Il la regarda penser, ce qui était intéressant à observer car elle pensait visiblement. De petits changements d'expression parcouraient son visage comme le temps se déplace sur un champ ouvert. Finalement, elle dit, « Je ne ferai pas de robe pour une femme qui n'a pas reçu de demande en mariage. » C'est raisonnable, dit-il. Mais je pourrais accepter une promenade, dit-elle, si vous vouliez revenir dimanche après l'église. J'aimerais beaucoup, dit-il. Alors à dimanche, dit-elle, et elle reprit son fil avec une contenance qui, il le soupçonnait fortement, lui demandait un peu plus d'effort qu'il n'y paraissait. Il récupéra sa farine sur la chaise, remit son chapeau sur sa tête et sortit de la boutique dans le soleil de l'après-midi, se sentant considérablement mieux qu'il ne l'avait été depuis 3 semaines. La promenade du dimanche fut la première de nombreuses autres. Ils longèrent le ruisseau qui coulait au sud de la ville, où les peupliers commençaient à se couvrir de feuilles, et où l'eau était encore haute à cause des pluies de printemps, et ils parlèrent d'abord de choses faciles, puis, progressivement, de choses qui l'étaient moins. Il lui parla de son enfance dans le Tennessee, le 5e de 7 enfants dans une ferme qui avait à peine survécu à la guerre et n'avait pas survécu à la décennie suivante. Et comment il était parti vers l'Ouest à 22 ans avec rien d'autre que l'entêtement que sa mère lui avait donné. Elle lui parla du Missouri et de sa mère, qui avait été elle-même couturière et avait appris à Eva tout ce qu'elle savait, et de la solitude particulière d'arriver dans un nouvel endroit avec un plan, mais sans personne. Et comment le plan avait mieux fonctionné que prévu, même si la partie humaine avait pris plus de temps. « Vous plaisez-vous ici ?» lui demanda-t-il lors de la deuxième promenade, alors qu'ils avaient trouvé un tronc d'arbre tombé près du ruisseau qui faisait un siège assez confortable. « Oui, dit-elle, je ne pensais pas que ce serait le cas quand je suis arrivé. Caldwell est rude, mais il y a quelque chose d'honnête ici. »« Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il. Elle y réfléchit. « Au Missouri, il y avait beaucoup de comédie, dit-elle. Les gens jouaient en la respectabilité, jouaient le bonheur. Ici, les gens sont trop occupés à survivre pour jouer la comédie. Ce que vous voyez est principalement ce qui est cela. » Isaiah y songea. « Ça peut être à double tranchant, dit-il. »« C'est vrai, admit-elle, mais je préfère. Je sais toujours où j'en suis. » Il la regarda. « Où en êtes-vous avec moi ?» demanda-t-il, et la question était sincère et directe, et la prit légèrement au dépourvu. Elle la retourna soigneusement dans son esprit avant de répondre. « Je pense, dit-elle, que je suis en train de le découvrir. »« C'est juste, dit-il, et ils restèrent assis avec le ruisseau coulant devant eux et les feuilles de peuplier tournant dans la brise pendant un moment avant de retourner vers la ville. Mai devint juin et les promenades devinrent un élément régulier de leur semaine. Les dimanches après-midi et parfois un soir pendant la semaine, quand son travail le permettait, assis sur le banc devant sa boutique après qu'elle l'eût fermée pour la journée, ou marchant le long de la rue principale dans la longue lumière dorée. La ville le remarqua, car les petites villes remarquent tout. Et cette observation produisit une gamme de réactions, allant du soutien total à la simple curiosité, jusqu'à, dans le cas de quelques femmes plus âgées qui avaient peut-être eu des vues sur les perspectives d'Isaiah Bristol, une légère froideur. Eva était consciente de tout cela avec son calme habituel et lucide. Elle n'avait pas passé 4 ans à bâtir une entreprise à Caldwell en ignorant son environnement social. Et elle gérait la curiosité et la froideur avec la même compétence vive qu'elle appliquait à tout le reste. Ce qu'elle était moins habituée à gérer, c'était le territoire intérieur qu'Isaiah Bristol cartographiait lentement et méthodiquement. Car elle avait été seule assez longtemps pour avoir cessé de s'attendre à ressentir les choses qu'elle commençait à ressentir. Et les ressentir étaient à la fois merveilleux et quelque peu alarmants. Il n'était pas ce à quoi elle s'était attendue lorsqu'elle s'autorisait à penser au genre d'homme qu'elle pourrait vouloir.
Elle avait pensé à quelqu'un de plus articulé, de plus démonstratif, quelqu'un qui comblerait le silence de réconfort, car elle en avait été si longtemps privée. Isaiah n'était pas un homme qui comblait les silences. Il était à l'aise avec eux d'une manière qui l'avait d'abord déconcerté, puis qui avait progressivement commencé à ressembler à l'opposé de la solitude. Il écoutait avec toute son attention, ce qui était plus rare que cela n'aurait dû l'être. Et quand il disait quelque chose, il le pensait précisément, sans fioriture. En juin, une petite crise survint sous la forme d'un conflit de bétail. Deux éleveurs du comté, un homme nommé Whitfield et un autre nommé Gorse, se querellaient depuis des mois au sujet d'une ligne de démarcation. Et la querelle avait dégénéré au point que le shérif Dan Mercer était impliqué et que la ville était divisée en factions, comme les petites villes ont tendance à l'être. Le ranch d'Isaiah bordait les terres de Whitfield au nord, et il fut appelé comme témoin car il avait longé cette clôture suffisamment de fois pour la connaître. Il passa 3 jours en ville à assister à des réunions au palais de justice qui étaient plus fastidieuses que dramatiques. Et les soirs de ces 3 jours, il venait à la boutique d'Eva quand elle fermait et il se promenait. Elle l'écoutait décrire les débats avec une patience sèche qui la faisait sourire. Whitfield n'a pas tort sur la ligne, dit-il le deuxième soir, mais il s'y prend mal. Il continue d'en faire une question de principe au lieu de la clôture, et quand on fait d'un litige foncier une question de principe, on a une guerre au lieu d'une dispute de propriété. Que feriez-vous différemment? Demanda-t-elle. Un arpentage officiel, dit-il. Faire venir l'expert du comté avec un instrument approprié, tracer la ligne sur papier, puis construire une nouvelle clôture. 2 semaines de travail et c'est réglé. Et vous leur avez dit ça? 3 fois, dit-il. Ils prennent tous les deux plus de plaisir à être lésés qu'ils ne veulent de la solution. Eva rit. C'est très vrai des gens en général, dit-elle. Il la regarda de côté. Êtes-vous comme ça pour quelque chose? Probablement, dit-elle après une honnête réflexion. Il m'est arrivé de maintenir une position au-delà de son utilité parce que je n'aime pas admettre que j'avais tort. Quel genre de position? Demanda-t-il, sincèrement curieux. Elle resta silencieuse un moment. Quand je suis arrivé à Coldwell, dit-elle, j'ai très vite décidé que je n'avais besoin de personne, que la boutique suffisait, que je me suffisais à moi-même et que c'était la forme de ma vie. Et j'ai maintenu cette position pendant 4 ans, même quand ce n'était pas entièrement vrai. Il s'était arrêté de marcher sans vraiment le vouloir, debout au bord de la rue principale où la lumière des lampes du saloon d'en face projetait une lueur chaude et vacillante sur la poussière. Isaiah la regardait avec cette attention claire et constante qu'elle avait appris à reconnaître comme l'expression spécifique qu'il arborait quand quelque chose comptait. « Est-ce que toujours votre position? » demanda-t-il. Elle le regarda en retour. « Elle devient de moins en moins défendable, dit-elle. » Il tendit la main et prit la sienne, ce qui était la première fois qu'il le faisait, et la tint avec une fermeté prudente. Et ils restèrent là un moment sous la lumière des lampes, tandis que le son du saloon dérivait de l'autre côté de la rue et que, quelque part vers l'écurie, un cheval souffla longuement. Puis ils se retournèrent et marchèrent vers sa boutique dans la douce obscurité de juin. Il lui dit bonne nuit à sa porte et se rendit à l'hôtel où il séjournait pour les 3 jours. Et Eva entra et resta un moment dans sa boutique sombre, sans allumer la lampe, juste debout dans l'odeur familière de tissu et de fil, sa main qu'il avait tenue pressée contre son propre sternum. Le conflit de bétail se résolut finalement à peu près comme Isaiah l'avait prédit, lorsque Whitfield et Gorse eurent épuisé leur envie de faire valoir leurs principes et acceptèrent l'arpentage. Isaiah retourna à son ranch et les semaines d'Eva reprirent leur cours, mais leur forme était différente maintenant, d'une manière qu'elle n'aurait pas pu articuler précisément. La présence de quelqu'un dans sa semaine, même lorsqu'il n'était pas physiquement en ville, avait changé quelque chose dans la texture des jours ordinaires. Elle se surprenait à noter des choses qu'elle lui dirait. Elle se surprenait à lever les yeux lorsque la cloche au-dessus de sa porte sonnait, avec une attention qui n'était pas là auparavant. Il revint en ville le dimanche suivant, et leur promenade les mena plus loin que d'habitude, au-delà des limites de la ville, là où les hautes herbes commençaient et où la terre s'ouvrait sur le silence vaste et particulier des plaines du Kansas. Le ciel était immense, et les nuages de fin d'après-midi s'amoncelaient à l'ouest en tours spectaculaires de pourpre et d'or qui précédaient les orages d'été. Et l'air avait cette qualité chargée et électrique que les plaines portent avant la pluie.
Je veux vous montrer quelque chose, dit-il, et ils partirent à cheval vers son ranch, elle sur la jument plus âgée qu'il avait amenée pour elle, lui sur son propre cheval. Et il lui montra la terre, la maison et la façon dont la lumière tombait sur le ruisseau qui traversait le bord et de sa propriété. Il ne lui montrait pas une maison. Elle le comprit clairement. Il lui montrait quelque chose dont il était fier et aussi quelque chose qu'il offrait. Non pas de manière transactionnelle, mais de la manière dont les gens montrent les choses qui comptent le plus pour eux quand ils veulent qu'une autre personne comprenne qui ils sont. Elle se tint sur le porche de la maison qu'il avait construite lui-même et regarda la terre et l'orage qui se préparaient, et sentit quelque chose changer irrévocablement en elle. Le dernier soutien structurel de la position qu'elle avait tenue pendant 4 ans cédant silencieusement. C'est magnifique, dit-elle, et elle parlait de la terre, de la lumière, de la solidité de la maison, de tout cela. Il se tint à côté d'elle et les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, grosses, chaudes et espacées, les précurseurs de quelque chose de plus grand à venir, et aucun d'eux ne bougea pour rentrer. Eva, dit-il. Elle se tourna pour le regarder. La pluie commençait à tomber plus régulièrement, touchant ses cheveux et ses épaules, et elle s'en moquait complètement. Je ne suis pas doué pour les discours, dit-il feu. Vous le savez, je vais dire cela simplement, et ce que je veux que vous sachiez, c'est que je pense chaque mot et que je ne reviendrai sur aucun d'eux. Il fit une pause, se reprenant avec le soin délibéré qu'il appliquait aux choses qui comptaient. Je vous aime. Je tombe vers cela depuis 3 ans et j'y suis arrivé depuis 2 mois, et j'en ai fini d'essayer d'être raisonnable à ce sujet. Je veux vous épouser si vous m'acceptez. Je veux que ceci soit à vous autant qu'à moi. Je veux les dimanches d'après-midi, les promenades, les disputes que nous aurons certainement, et tout le reste pour toutes les années à venir. La pluie tombait à verse maintenant, ruisselant sur les planches du porche, chaude et sentant le propre. Et Eva Monroe se tenait là, sous la pluie, et regardait la personne la plus directe et la plus honnête qu'elle ait jamais rencontrée dans sa vie, et sentit les dernières années de solitude s'effacer comme quelque chose qu'elle avait porté si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était que de le poser. « Oui, dit-elle. » Il la regarda comme s'il avait besoin d'être certain d'avoir bien entendu. « Oui, dit-il. Oui, dit-elle à nouveau, clairement et complètement. Il sourit, et c'était le plus grand sourire qu'elle ait vu sur son visage. Un visage qui n'était pas habitué à sourire à moitié. Puis il s'avança vers elle et elle s'avança vers lui. Et il prit son visage entre ses 2 grandes mains cueilleuses et honnêtes, et l'embrassa sous la pluie sur le porche de la maison qu'il avait construite lui-même, tandis que l'orage d'été du Kansas déferlait sur eux deux. Elle riait quand ils se séparèrent enfin, trempés et entièrement heureux. Et il riait aussi, et il dit, « Maintenant, nous pouvons parler de la robe. » « Je n'arrive pas à croire, dit-elle, riant toujours, que vous êtes entré dans ma boutique et m'avez demandé de faire ma propre robe de mariée. Pour être juste, dit-il, je ne savais pas que c'était de la vôtre quand je suis entré. Depuis combien de temps saviez-vous que c'était de la mienne au moment où vous êtes parti? Demanda-t-elle. Il y réfléchit honnêtement. Environ 3 minutes après être entré dans votre boutique, admit-il. Elle rit plus fort. 3 minutes, dit-elle, et vous avez continué comme si de rien n'était. Je m'étais engagé dans le plan, dit-il. Je ne savais pas comment me désengager. Elle secoua la tête en le regardant, l'eau dégoulinant de ses cheveux, et dit, « Isaiah Bristol, je vais passer un très long moment à être exaspéré par vous. » « Je l'espère, dit-il, et il la serra contre lui. Et la pluie continuait de tomber en rideaux chauds autour du porche, tandis que le tonnerre s'éloignait à l'horizon derrière eux. Il finit par rentrer, et elle l'aida à allumer le poêle. Ils s'assirent à la table de cuisine qu'il avait fabriquée avec des planches de pêne. Elle s'enveloppa dans une couverture qu'il apporta de la chambre, et ils burent du café qu'il prépara avec les provisions qu'il gardait dans la cuisine. Et ils parlèrent pendant 3 heures, tandis que l'orage suivait son cours à l'extérieur. Ils parlèrent de tout ce qui comptait et de certaines choses qui ne comptaient pas. Et elle apprit qu'il avait un chien nommé Sutter, vieux et arthritique, qui dormait près du poêle, et qu'il avait lu plus de livres qu'elle ne l'aurait cru, et qu'il avait une sœur dans le Tennessee nommée Mary, qui lui écrivait des lettres tous les quelques mois, qu'il gardait dans une boîte en fer blanc dans la chambre. Il apprit qu'elle avait, la première année à Caldwell, failli partir et retourner au Missouri, et qu'elle était restée par entêtement,
et par le sentiment que partir aurait trop ressemblé à une défaite, et qu'elle en était heureuse maintenant, d'une manière qui semblait lui aller jusqu'à la moelle des os. Au moment où l'orage fut terminé et que le soir s'était installé dans une clarté fraîche et lavée, la question du mariage avait commencé à prendre une forme pratique. Ils se mirent d'accord pour septembre, ce qui donnait à Eva assez de temps pour faire la robe, et à Isaiah le temps de préparer la maison du ranch pour elle. Ils se mirent d'accord sur l'église, qui était la seule église de Caldwell, et n'était donc pas vraiment un sujet de discussion, et sur le révérend Alcott, qui était un petit homme sérieux qui célébrait les mariages avec une dignité considérable. Ils convinrent qu'ils l'annonceraient aux gens ensemble, ce qui, dans le cas de Caldwell, signifiait qu'ils iraient en ville le lendemain matin et que l'information se propagerait dans chaque foyer avant le coucher du soleil sans aucun effort supplémentaire. C'est plus ou moins ce qui s'est passé. Le lendemain matin, Eva se rendit au magasin général pendant qu'Isaiah était à la quincaillerie, et elle dit à Madame Tarkington, qui tenait le magasin avec son mari, qu'elle était fiancée. Et le temps qu'elle retourne à sa boutique, la cloche au-dessus de la porte avait sonné 7 fois, avec des visiteurs dans divers états de surprise et de félicitations. Pete Dalloway entra vers le milieu de la matinée, son chapeau à la main et une expression de profond soulagement. Il dit à Eva qu'il était très heureux que quelqu'un ait remis Isaiah sur le droit chemin, car l'homme avait été impossible pendant des mois. Il est venu en ville et vous a demandé de faire votre propre robe de mariée, dit Pete, et son visage buriné s'arrangea en quelque chose qui essayait d'être respectueux sans y parvenir tout à fait. C'est un fait qui s'est produit. C'est vrai, acquiesça Eva, et vous lui avez quand même dit oui, dit Pete. Apparemment oui, dit-elle. Pete hocha lentement la tête, comme si cette information confirmait quelque chose qu'il soupçonnait depuis longtemps sur l'imprévisibilité fondamentale des événements. Eh bien, dit-il, il a construit une bonne maison, je dois le dire. C'est vrai, acquiesça Eva. Elle commença la robe cette même semaine. Elle n'avait jamais fait sa propre robe de mariée auparavant, ce qui était une évidence, mais semblait étrange malgré tout, car il y avait quelque chose de profondément particulier à se mesurer avec le détachement d'une couturière quand le sujet de la mesure était son propre espoir. Elle choisit une toile de coton blanche pour le corps de la robe, pas de la soie, qui était peu pratique, mais le coton le plus fin qu'elle pouvait commander par le catalogue du magasin général. Elle l'a conçue simple et belle, avec un corsage ajusté et une jupe ample, et de petits boutons dans le dos pour lesquels elle aurait besoin d'aide. C'était en soi une sorte d'abandon qu'elle ne craignait pas de faire. Elle y travaillait le soir après la fermeture de la boutique et parfois pendant la journée dans les heures calmes de l'après-midi où les clients étaient rares. La robe prit forme lentement et avec le soin qu'elle accordait à tout ce qu'elle faisait qui comptait. Les femmes de la ville aidèrent de diverses manières. Madame Alcott apporta un morceau de dentelle qu'elle gardait depuis des années, que sa propre mère lui avait donné, disait-elle. Elle était magnifique, blanc crème et délicate, et Eva l'utilisa au poignet et au col, avec une précision qui fit d'un peu pleurer Madame Alcott quand elle la vit. Isaiah venait en ville tous les mercredis et dimanches sans faute. Il construisait des choses au ranch pour préparer son arrivée, ajoutant une pièce à côté de la cuisine qui servirait d'atelier où elle pourrait prendre de plus petites commandes et avoir sa machine à coudre. Car il avait pensé à ce qui comptait pour elle et avait compris que le travail n'était pas séparé de qui elle était. Elle découvrit l'existence de la pièce par accident lorsque Pete la mentionna en passant lors d'une de ses visites en ville. Elle se rendit au ranch un jeudi après-midi et se tint à l'entrée de la pièce pas encore terminée, ressentant la joie vive et particulière d'être connue. Il y travaillait quand elle arriva, ajustant des planches pour les étagères. Il leva les yeux quand il entendit ses pas, et une expression lente et satisfaite traversa son visage. « Pete vous l'a dit, dit-il. Pete me l'a dit, confirma-t-elle. Il recula et lui montra l'espace, indiquant où iraient les étagères et où il prévoyait de mettre la fenêtre pour la meilleure lumière. Elle se tint au milieu et tourna lentement en disant « Isaiah, vous n'aviez pas à faire ça. »« Je sais, dit-il, je le voulais. » Elle traversa la pièce, prit son visage entre ses mains et l'embrassa, une action avec laquelle elle devenait de plus en plus à l'aise. Il posa son marteau, enroula ses bras poussiéreux et tachés de travail autour d'elle et la serra là, dans la pièce inachevée qui sentait le bois frais, l'hachure et les possibilités. En août, une complication arriva en la personne d'un homme nommé Gerald Sprott,
qui arriva à Caldwell sur un cheval rouant avec une lettre d'introduction et l'attitude de quelqu'un qui s'attend à ce que les choses aillent dans son sens. Il venait du bureau des terres de Wichita et il avait des papiers prétendant montrer qu'une section de terre à la limite est d'Isaiah, la section qui incluait les bons pâturages au bord du ruisseau, était sous une revendication contestée d'un règlement datant de 15 ans qui n'avait jamais été correctement réglé. Il présenta ses papiers à Isaiah avec la manière lisse et répétée d'un homme qui avait déjà livré des nouvelles similaires et savait ce que cela produisait généralement. Ce que cela produisit chez Isaiah fut une immobilité très contrôlée et très particulière que Pete Dalloway, qui était présent, reconnut comme étant significativement plus dangereuse qu'une colère évidente. Isaiah examina attentivement les papiers. Il les regarda 2 fois. Puis il les rendit à Sprott et dit « Je vais faire examiner cela par mon avocat. » Caldwell n'avait pas d'avocat résident, mais un homme nommé Aukinder Webb à Wichita s'occupait des affaires de ranch pour plusieurs des exploitations locales. Isaiah se rendit à Wichita le lendemain et revint dans la semaine avec l'évaluation de Webb. Celle-ci indiquait que la revendication présentée par Sprott était réelle, mais que le règlement vieux de 15 ans sur lequel elle était basée incluait un acte de renonciation qui n'avait jamais été enregistré au niveau du comté, rendant le titre de propriété effectivement contesté mais défendable. Ce n'était pas une situation claire et Isaiah le savait. Un titre contesté pouvait bloquer la section et de sa terre dans des litiges pendant des mois, voire des années, et la section n'était pas périphérique à l'exploitation du ranch. Il passa 2 jours à travailler sur le problème avec la patience systématique qui caractérisait sa façon d'aborder tout ce qui nécessitait une solution plutôt que la force. Et le 3e jour, il avait un plan. Le plan impliquait de retourner à Wichita avec Webb, de présenter les registres de propriété originaux qu'il avait déposés lorsqu'il avait acheté la terre en 1875 et de plaider devant le bureau des terres du comté que l'acte de renonciation en question avait été effectivement abandonné lorsqu'il n'avait pas été enregistré. Ce n'était pas garanti, mais Webb pensait que c'était leur meilleure position et Isaiah était enclin à être d'accord. Il en parla à Eva le mercredi soir, assis sur Mayen, en étant assis sur le banc devant sa boutique dans le crépuscule chaud d'août. Il lui raconta tout, simplement et complètement, ce qui était la seule façon qu'il connaissait de raconter les choses. Elle écouta sans l'interrompre, ce qui était l'une des choses qu'il avait appris à comprendre chez elle. Elle saisissait la forme complète d'une chose avant d'y répondre. « Que se passe-t-il si la revendication est maintenue ?» demanda-t-elle. « Je perds la section Est, dit-il. Le ranch est toujours viable sans elle. Mais il est plus petit et la situation de l'eau devient plus difficile à gérer. »« Et le mariage ?» demanda-t-elle. Il la regarda. « Le mariage est le 14 septembre, dit-il. Ça ne change rien. » Elle soutint son regard un moment, le lisant comme elle lisait tout, complètement et sans se presser. Puis elle hocha la tête une fois, comme elle le faisait quand elle avait fini de décider quelque chose. « Alors, allez à Wichita, dit-elle. Gagnez votre cause et revenez. »« Vous n'êtes pas inquiète ?» demanda-t-il. « Je suis quelque peu inquiète, dit-elle honnêtement. Mais vous êtes la personne la plus minutieuse que je connaisse. Si cela peut être gagné, vous le gagnerez. » La foi dans sa voix n'était pas du genre aveugle, celle qui vient de l'ignorance. Elle venait de la connaissance complète du caractère d'une personne, assez pour faire confiance à ce qu'elle ferait face à des circonstances difficiles. Recevoir ce genre de foi d'Eva Monroe, qui ne donnait rien sans une pleine considération, apaisa quelque chose en Isaiah qui était tendu depuis que Sprott était arrivé en ville. Il se rendit à Wichita. Louis et Webb passèrent en 3 jours à présenter leur cas au bureau des terres du comté, et le 4e jour, le bureau statua que l'acte de renonciation non enregistré de 1863 était nul et que le titre du ranch Bristol était clair. Sprott, il s'avéra, travaillait pour le compte d'un spéculateur foncier de Kansas City qui rachetait des propriétés à titre contesté dans tout le comté et les revendait avec profit après les avoir régularisées par pression légale. La décision du bureau des terres du comté mit effectivement fin à ses affaires dans la région de Caldwell. Isaiah retourna à Caldwell avec la satisfaction propre et nette d'un problème entièrement résolu. La première chose qu'il fit en arrivant en ville fut d'aller à la boutique d'Eva. La cloche au-dessus de la porte sonna et elle leva les yeux de son travail
vit son visage et le lut avec précision en environ 4 secondes. « Vous avez gagné, dit-elle. « Nous avons gagné, dit-il. » Elle posa son travail et contourna le comptoir. Il tendit les bras et elle s'y jeta sans hésitation, ce qui semblait encore un petit miracle à chaque fois. Il la serra contre lui, son menton reposant sur le sommet de sa tête, et elle pouvait sentir la fatigue de la route en lui, et aussi le soulagement solide et simple. « Bien, dit-elle doucement contre sa poitrine. Maintenant, allez vous laver de la route et revenez pour le souper. J'ai fait un ragoût. » Il rit, un grondement agréable dans sa poitrine. « Oui, madame, dit-il. » Elle le repoussa avec une affection vive et retourna à son comptoir. Il se rendit à l'hôtel pour prendre un bain et revint 1 heure plus tard, propre et considérablement moins usé par la route. Et ils mangèrent du ragoût à la petite table à l'arrière de sa boutique et parlèrent de tout et de rien, jusqu'à ce que les lampes baissent. Septembre arriva avec l'autorité dorée particulière de l'automne du Kansas, la lumière devenant épaisse et couleur de miel, et les nuits se rafraîchissant rapidement après la longue chaleur de l'été. La ville de Caldwell avait anticipé le mariage avec l'enthousiasme possessif que les petites villes prodiguent aux événements qui ressemblent à des célébrations communautaires. Et Eva, qui s'était toujours considérée comme essentiellement privée, découvrit qu'elle ne se souciait pas de l'enthousiasme communautaire autant qu'elle l'aurait cru. Madame Alcott organisa une réunion des femmes de la ville dans la salle paroissiale pour aider aux préparatifs. Eva apporta la robe presque terminée et la montra, et la réaction fut gratifiante de la manière dont l'appréciation sincère l'est toujours. La robe était magnifique. Elle le savait avec le jugement clair qu'elle appliquait à son propre travail, qui n'était ni fausse modestie ni vanité. C'était exactement ce qu'elle avait imaginé, propre, simple et bien faite. La toile de coton tombait comme un bon tissu tombe, la dentelle crème au poignet et au col ajoutant une douceur qui équilibrait la ligne ajustée du corsage. Elle avait ajouté un petit détail qu'elle n'avait pas prévu au début, un minuscule brin de fleurs des prairies brodé en fil blanc sur l'ourlet, si petit qu'il était presque invisible, mais là si on regardait. Pour elle-même, car personne d'autre ne le verrait, et elle voulait quelque chose qui soit entièrement sien dans la confection de la chose. Le 14 arriva par un matin clair, frais et brillant, sans vent, ce qui au Kansas était en soi une sorte de cadeau de mariage. Eva s'habilla dans sa chambre à l'arrière de la boutique. Elle vivait dans ses pièces depuis 4 ans et les quitterait après aujourd'hui, ce qui produisit un sentiment doux amer qu'elle reconnut et laissa passer. Madame Alcott vint l'aider avec les boutons et les cheveux, et les filles Alcott apportèrent des fleurs sauvages qu'Eva tenait en un simple bouquet blanc, jaune et le bleu pâle de la chicorée des prairies. Elle se rendit à l'église à pied, ce qu'elle avait décidé délibérément car elle était une femme indépendante qui s'était rendue partout à pied pendant 4 ans, et elle n'allait pas être transportée à son propre mariage comme une marchandise. La ville la regarda passer, les gens venaient aux portes et aux fenêtres, sortaient du magasin général, du barbier et du bureau de poste. Elle traversa tout cela la tête haute, ses fleurs à la main et la robe blanche bougeant autour de ses chevilles dans la légère brise matinale. Isaiah était déjà à l'église. Il portait le costume qu'il s'était fait faire à Wichita 2 semaines auparavant, un bon costume de laine sombre qui lui allait bien et le faisait ressembler à lui-même plutôt qu'à un homme qu'on avait mis dans un costume, ce qui était une distinction importante. Pete Dalloway se tenait à côté de lui dans un costume moindre mais toujours respectable, et le révérend Alcott se tenait à l'avant avec sa Bible et l'expression solennelle et satisfaite qu'il portait lorsqu'il officiait des occasions qu'il approuvait. L'église était pleine car Caldwell s'était déplacé en masse, et il y avait une chaleur dans la pièce qui venait de gens qui voulaient sincèrement que cette chose particulière se produise. Isaiah se tourna quand il entendit la porte, et quand il la vit, quelque chose se passa sur son visage qu'Eva ressentit à travers toute l'église. Il avait un visage qui ne montrait pas facilement tous les sentiments, mais celui-ci, il ne pouvait le contenir. Il la regarda avec une expression de sentiment si complet et non dissimulé qu'elle dut prendre une profonde inspiration avant de pouvoir commencer à marcher. Elle descendit l'allée sans être escortée, car il n'y avait pas de père pour l'escorter, et elle n'avait aucune intention de jouer le rôle de quelqu'un qui avait besoin d'être conduit. Elle marcha vers lui de son propre choix et se tint à ses côtés de son propre choix. Et quand le révérend Alcott commença,
Elle écouta chaque mot avec la pleine attention qu'elle accordait à tout ce qui comptait. La cérémonie fut simple, et le révérend Alcott la célébra avec la sincérité digne qui était son don particulier. Quand vint le moment des vœux, Isaiah prononça les siens directement et doucement, la regardant tout le temps, et sa voix ne vacilla pas. Elle prononça les siens en retour avec la même franchise, pensant chaque mot avec la même minutie qu'elle pensait tout. Et quand le révérend Alcott dit qu'ils pouvaient être déclarés mari et femme, l'Église produisit un son collectif qui était principalement de la joie avec une petite note de soulagement, ce qui était le son authentique d'une communauté qui avait voulu que quelque chose se produise et le voyait enfin arriver. Isaiah l'embrassa dans l'Église avec une tendresse qui était entièrement lui, prudente et complète, et Pete Dalloway fit un bruit au fond de sa gorge qui était peut-être de l'émotion, mais qu'il aurait fermement nié être une telle chose. La célébration qui suivit eut lieu dans la salle paroissiale organisée par les femmes de la ville avec la minutie que les femmes de Caldwell apportaient aux occasions importantes. Il y avait de la nourriture que les gens avaient apportée de leur propre cuisine et de la musique de 2 violons et d'un homme nommé Harris qui jouait de l'harmonica avec plus d'enthousiasme que de précision, mais dont l'enthousiasme était contagieux. Les gens dansèrent dans l'espace dégagé à une extrémité de la salle, y compris Eva et Isaiah, qui n'avaient jamais dansé ensemble et découvrirent qu'ils étaient bien assortis, ce qui, à la réflexion, ne sembla surprendre aucun d'eux. Pete Dalloway, qui avait bu 2 tasses de punch et était donc légèrement plus sentimental que d'habitude, accula Eva près de la table de nourriture et dit « Je connais cet homme depuis 3 ans et je ne l'ai jamais vu avoir l'air qu'il a aujourd'hui. » « De quoi a-t-il l'air? » demanda Eva. Pete y réfléchit attentivement. « D'un homme qui est arrivé quelque part où il ne savait pas qu'il allait, dit-il. » Eva regarda de l'autre côté de la salle où Isaiah parlait à 2 de ses ouvrières de ranch, et elle vit exactement ce que Pete voulait dire. Il y avait une qualité en lui aujourd'hui qu'elle n'avait pas vue auparavant, quelque chose d'installé et de pleinement habité, et c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. « Oui, dit-elle, c'est exactement ça. » Ils partirent pour le ranch ce soir-là dans le long crépuscule d'automne, les affaires d'Eva ayant déjà été déménagées là-bas, la veille dans le chariot que Pete avait conduit. La maison apparut alors qu'ils franchissaient la petite colline avant de traverser le ruisseau, éclairé d'or par les derniers rayons du soleil, et Eva sentait la justesse de la situation s'installer solidement dans sa poitrine. La pièce qu'il avait construite pour elle était terminée, et sa machine à coudre était déjà dedans, placée près de la fenêtre pour la lumière, comme il lui avait dit qu'il la placerait. Les étagères étaient montées et vides, attendant ses rouleaux de tissu, ses boîtes de fil et tout l'équipement de son métier. Elle se tenait dans la pièce dans sa robe de mariée et la regardait, et il se tenait dans l'embrasure de la porte. La regarda, et elle dit sans se retourner, « Vous êtes un homme très particulier, Isaiah Bristol. Est-ce une bonne chose? » demanda-t-il. Elle se retourna. « C'est la meilleure chose que je sache dire, » dit-elle et lui tendit la main. Il entra et la prit, et ils se tinrent ensemble dans la pièce qu'il avait construite pour elle, dans la maison qu'il avait construite pour eux, tandis que la dernière lumière de leur jour de mariage s'éteignait sur la plaine du Kansas à l'extérieur de la fenêtre. La première année de leur mariage fut l'année la plus pleine qu'Eva ait jamais vécue. Elle garda sa boutique en ville, s'y rendant 3 jours par semaine sur le cheval qu'Isaiah lui avait offert en cadeau de mariage pratique, une bonne jument baie et stable nommée Alice, qui avait des manières impeccables et une très haute opinion d'elle-même. Le travail de couturière continua et s'étendit, car une femme mariée qui continuait à travailler était une figure un peu plus lisible pour Caldwell qu'une femme célibataire qui travaillait. Les commandes arrivaient plus régulièrement, et parfois de plus loin dans la plaine, des épouses de ranchers qui commandaient par lettre et recevaient leurs produits finis par la diligence. Elle et Isaiah tombèrent dans les rythmes quotidiens du ranch avec l'intérêt de 2 personnes sincèrement curieuses de la vie professionnelle de l'autre. Elle apprit le calendrier saisonnier du ranch, le printemps pour le vêlage, le marquage et la réparation des clôtures, l'été pour la gestion de l'herbe et de l'eau, l'automne pour la transhumance vers le sud jusqu'à la tête de ligne, et l'hiver pour l'entretien et les réparations que le reste de l'année ne permettait pas. Il apprit les rythmes du travail de couturière, comment certaines saisons produisaient certaines commandes,
Noël, Pâques, les mariages et les funérailles, entraînant tous différents types de demandes. Et la façon dont elle pouvait être au milieu d'un travail délicat qui ressemblait à de l'immobilité, mais était en fait un effort très concentré. Ils se disputaient parfois, comme elle lui avait dit qu'il le ferait. Ils se disputaient surtout sur des choses pratiques, le genre de disputes qui viennent de deux personnes avec des opinions bien arrêtées et des habitudes indépendantes apprenant à partager un foyer et une vie. Eva avait une méthode pour la cuisine qu'elle considérait comme correcte, et Isaiah avait une méthode différente qu'il considérait comme tout aussi correcte. Et les négociations de cuisine du premier mois furent menées avec le sérieux d'un congrès diplomatique. Ils les résolurent comme ils résolvaient tout, en parlant jusqu'à ce qu'ils comprennent la position réelle de l'autre plutôt que sa surface. Et puis en trouvant l'endroit où les deux positions pouvaient coexister. Il avait l'habitude de laisser ses bottes exactement à l'endroit où elle avait le plus besoin de marcher dans l'obscurité du matin. Et elle avait l'habitude de déplacer ses affaires quand elle rangeait sans lui dire où elle les avait mises. Et ces deux habitudes se heurtaient avec une régularité prévisible et produisaient des échanges qui étaient à la fois exaspération et comédie. Elle finit par lui dire où elle déplaçait les choses. Et il déplaça ses bottes, et ils atteignirent l'équilibre que les gens atteignent quand ils choisissent de se choisir mutuellement chaque jour plutôt que seulement à l'hôtel. À la fin du printemps de leur première année, Eva découvrit qu'elle était enceinte, ce qu'elle détermina à partir de la combinaison particulière de symptômes qu'elle avait suffisamment observés chez ses clientes pour les reconnaître. Elle l'annonça à Isaiah un mardi soir après le souper, assise à la table de la cuisine. Sa réponse fut un silence qui dura environ 4 secondes, puis une lente et complète expression de bonheur qui fut l'une des plus belles choses qu'elle ait jamais vues sur un visage humain. Il contourna la table, s'accroupit à côté de sa chaise pour être à son niveau et prit ses deux mains dans les siennes. « Tu vas bien ?» demanda-t-il d'abord, car c'est ainsi que son esprit fonctionnait. « Je vais bien, dit-elle. Je suis fatiguée parfois, mais je vais bien. »« De quoi as-tu besoin ?» demanda-t-il. « Absolument rien de différent de ce que j'ai, dit-elle, et elle le pensait, et serra ses mains. Leur fils naquit en novembre, mis au monde par le médecin de la ville et Mme Alcott, qui avait accouché de la moitié des bébés de Caldwell et considérait cela comme faisant partie de son statut. Il naquit par un matin froid et clair, alors que le givre était encore sur les vitres et que le ranch était calme. Et il était en bonne santé et exprimait ses opinions d'une voix forte dès la première minute. Ce qu'Eva trouva approprié. Isaiah, qui avait fait les 100 pas dans la cuisine pendant 4 heures avec Pete Dalloway, assis silencieusement à la table en solidarité, entra dans la pièce quand on l'appela. Il s'assit sur le bord du lit à côté d'Eva et regarda le bébé dans ses bras avec une expression qu'elle savait qu'elle garderait en mémoire pour le reste de sa vie. « Il te ressemble, dit Eva. « Il ressemble à un bébé, dit Isaiah, ce qui était objectivement vrai, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui était très loin d'être objectif, quelque chose d'énorme, d'impuissant et de complètement sans défense. « Comment l'appelons-nous » demanda-t-elle. Ils avaient discuté de prénoms pendant la grossesse, 2 listes, une pour un garçon et une pour une fille, abordées avec la même minutie qu'Isaiah apportait à chaque décision. Le nom en haut de la liste des garçons était Daniel, pour aucune raison plus compliquée que le fait qu'ils l'aimaient tous les deux, et ce fut Daniel. Daniel Bristol se révéla dès sa plus tendre enfance être une personne aux opinions bien arrêtées et à l'énergie considérable. Ce qui occupa pleinement ses 2 parents et produisit chez Isaiah une dévotion impuissante qu'Eva trouvait extrêmement charmante. Isaiah n'était pas le genre de père qui se tenait à distance du travail pratique. Il se levait la nuit quand le bébé pleurait et il portait Daniel lors de ses tournées du ranch une fois que le temps le permettait. Il lui parlait sérieusement et longuement sur une grande variété de sujets, ne considérant apparemment pas pertinent que Daniel ait 3 mois et ne soit pas encore équipé pour répondre. « Il écoute, dit Isaiah quand Eva le lui fit remarquer. « C'est un bébé, dit Eva. Il écoute, répéta Isaiah avec la confiance d'un homme qui avait décidé qu'il en était ainsi et n'était pas très intéressé par d'autres interprétations. Daniel, en fait, semblait écouter. C'était un bébé calme et attentif quand il n'exprimait pas ses opinions sur la faim, le froid ou l'injustice d'être posé quand il souhaitait être tenu. Et ses yeux sombres parcouraient les visages avec une concentration qui semblait, probablement de manière fantaisiste, être une véritable attention. Eva se permit la petite fantaisie privée qu'il allait être comme son père.
Une personne qui rassemble toutes les informations avant de dire quoi que ce soit à ce sujet. La deuxième année de leur mariage apporta une sécheresse qui mit tout le monde dans la région à l'épreuve. L'eau manqua pendant l'été, l'herbe sécha tôt, et Isaiah géra l'accès à l'eau des troupeaux avec la précision systématique qui était sa force particulière. Le ranch Bristol traversa la sécheresse en meilleures conditions que plusieurs de ses voisins, car Isaiah avait construit l'infrastructure au bord du ruisseau avec suffisamment de soin pour que, lorsque le ruisseau était bas, il coule de manière fiable. Et l'eau qu'il avait stockée dans le réservoir qu'il avait construit la deuxième année de l'exploitation du ranch prouva sa valeur tout au long de cet été sec. Il aida où il le pouvait. Un éleveur nommé Solomon Bray, dont la propriété était au nord des terres de Bristol et qui n'avait pas eu les ressources ou la prévoyance pour le même type de préparation en eau, faillit perdre son troupeau. En juillet, Isaiah se rendit chez lui et travailla aux côtés de Bray et de ses fils pour détourner l'eau du ruisseau de Bristol vers le bord des pâturages de Bray. Ce qui n'était pas requis et n'avait pas été demandé, et que Bray reçut avec l'émotion particulière d'un homme qui avait été en réelle difficulté et avait été aidé. Eva observa cela et l'ajouta à l'image complète et croissante qu'elle avait de l'homme qu'elle avait épousé. Et elle ressentit une profonde gratitude pour le rire qu'elle avait eu il y a 3 ans face à une demande ridicule qui s'était avérée être le début de tout. La sécheresse cessa en septembre avec 3 semaines de pluie continue qui remplirent le ruisseau à son niveau d'été et firent reverdir l'herbe jusqu'en octobre. Et le sentiment de soulagement qui traversa la région était presque physique. La transhumance de cette année-là fut bonne, les prix élevés à la tête de ligne. Et Isaiah en revint la 3e semaine d'octobre avec les recettes et une longueur de soie vert émeraude qu'il avait achetée chez le marchand de nouveautés de la ville ferroviaire, car c'était la couleur exacte des rouleaux au fond de sa boutique qui avait attiré la lumière le premier jour où il y était entré. « Tu t'en es souvenu, dit-elle, tenant la soie à la lumière. « Je l'avais remarqué, dit-il simplement. Elle regarda la soie, puis le regarda. Et les années de mariage furent soudain très présentes dans la pièce, non pas comme un poids, mais comme une accumulation. Tous les matins et les soirs, les disputes et les résolutions. Et Daniel grandissant dans un coin de sa salle de couture, dans une boîte rembourrée de chutes de tissu pendant qu'elle travaillait. Et la façon dont Isaiah disait « bonne nuit » et la façon dont il disait son nom. « Je t'aime », dit-elle. Ce qu'elle disait assez souvent pour que ce ne soit pas une cérémonie, mais c'était néanmoins précis. « Je t'aime », répondit-il avec la même précision. Elle se fit une robe de la soie émeraude cet hiver-là pour les dimanches et les occasions spéciales, et la porta pour la première fois à l'église le matin de Noël, quand toute la ville était là. Plusieurs personnes la complimentèrent, et elle accepta les compliments avec la satisfaction d'une couturière qui sait quand elle a fait son meilleur travail. Mais la robe n'était pas pour les compliments. La robe était pour la façon dont Isaiah la regarda quand elle sortit de la chambre ce matin de Noël, exactement de la même manière qu'il l'avait regardée le jour de leur mariage. Cette expression particulière de quelqu'un qui est arrivé quelque part où il ne savait pas qu'il allait et a trouvé cela entièrement juste. Les années passèrent comme le font les années quand elles sont vécues pleinement. Pas rapidement, exactement, mais avec une richesse qui donnait l'impression que le temps était habité plutôt que simplement de passage. Daniel avait 3 ans quand Eva découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. Et cette fois, elle l'annonça à Isaiah sur le porche un soir d'été, alors que Daniel dormait déjà à l'intérieur. Sa réponse fut la même réponse essentielle que la première fois. Le silence, puis le bonheur, et la question pratique sur son bien-être. Leur deuxième enfant fut une fille, née au printemps, et ils l'appelèrent Harriet, d'après la mère d'Isaiah, qui était décédée l'hiver précédent, et qu'il n'avait pas pu retourner voir dans le Tennessee avant qu'elle ne meure. Ce fut le plus grand chagrin de sa vie d'adulte, et Eva l'avait accompagnée pendant les longues soirées d'hiver quand la douleur était fraîche. Harriet arriva en avril, plus petite que Daniel ne l'avait été, mais tout aussi vocale. Et la réaction de Daniel à l'égard de sa sœur fut d'abord une grande méfiance. Puis, en 2 semaines, une protection possessive qui ravit secrètement ses 2 parents. Pete Dalloway, qui était devenu une figure de la famille comme certaines personnes le deviennent, moins un employé qu'un membre du foyer, se présenta le lendemain de la naissance d'Harriet avec un cheval de bois sculpté qu'il avait fabriqué pendant l'hiver, lisse et soigneusement fait. Il le présenta à Daniel avec la brusque délibération d'un homme qui aimait beaucoup les enfants,
mais n'allait pas en faire tout un spectacle. Et Daniel le reçut avec le sérieux d'une personne à qui l'on donne quelque chose de vraiment significatif. Pour le nouveau bébé? Demanda Daniel. Pour toi, dit Pete. Comme ça, tu as quelque chose à toi pendant que tout le monde regarde le bébé. Daniel regarda le cheval puis Pete, avec la franchise directe qu'il avait pleinement héritée de son père. Merci, Pete, dit-il avec la courtoisie formelle que ses deux parents lui avaient enseignée. Pete Dalloway hocha la tête, remit son chapeau et sortit faire quelque chose qui devait être fait, car il n'était pas homme à s'attarder dans les moments sentimentaux qu'il avait lui-même créés. Eva, qui avait tout entendu depuis la pièce voisine, y réfléchit ce soir-là et comprit que ce que Pete avait donné à Daniel n'était pas seulement un jouet, mais la preuve qu'être aimé ne nécessitait pas d'être le centre de l'attention. Que l'amour était une chose qui s'étendait et se multipliait plutôt que de se diviser. Elle rangea cela avec les autres choses importantes qu'elle avait apprises au fil des années en construisant sa vie dans cet endroit. Caldwell changea autour d'eux, comme le faisaient les villes le long de la piste Chisholm à la fin des années 1870 et dans les années 1880. Une école, un deuxième médecin et une véritable banque furent ajoutés, remplaçant l'arrangement que le magasin général avait fourni. Le chemin de fer s'étendit plus loin, le commerce du bétail changea ses habitudes, et la ville eut ses débats sur ce qu'elle devenait et ce qu'elle devrait être. Eva, qui avait été là pendant le changement, observait Caldwell avec l'attention affectueuse de quelqu'un qui était sincèrement investi dans un lieu, non pas comme une observatrice neutre, mais comme une résidente ayant un intérêt dans le résultat. Elle avait pris une apprentie à cette époque, une jeune femme nommée Clara Vance, qui était arrivée à Caldwell avec sa famille l'année précédente et avait une aptitude naturelle pour le tissu et l'aiguille qu'Eva reconnaissait et appréciait. Clara avait 19 ans, était sérieuse dans son travail et reconnaissante pour l'enseignement. Et Eva découvrit que l'enseignement était quelque chose qu'elle prenait aussi au sérieux, qu'il y avait une satisfaction à transmettre les compétences que sa mère lui avait données, qui était sa propre forme de continuité. Elle payait à Clara un salaire équitable, ce qui était assez remarquable à Caldwell pour que les gens le commentent. Elle ne commentait pas en retour, mais continuait simplement à le faire. Elle s'impliqua également, au fil des ans, davantage dans la vie de la ville, au-delà de son entreprise. Elle faisait partie du groupe de femmes qui organisait la collecte de fonds pour l'école et se porta volontaire pour coudre les rideaux de l'école lorsqu'elle fut construite, ce qu'elle fit avec l'aide de Clara pendant 3 week-ends. Elle les livra et les installa un lundi matin avant l'arrivée des premiers élèves. Elle siégea au comité qui examina la proposition d'un système d'adduction d'eau pour la ville, non pas parce qu'elle avait des connaissances techniques particulières, mais parce qu'elle avait l'esprit clair pour peser les intérêts concurrents, et ses contributions à ce comité furent notées et appréciées. Isaiah observait tout cela avec une fierté tranquille qu'il exprimait parfois et démontrait plus souvent simplement en étant constant dans son propre travail, afin qu'elle ait le temps et la liberté pour le sien. C'était en soi une sorte de déclaration sur ce en quoi il croyait. Quand Daniel eut 6 ans et Harriet 3, il y eut un incident au ranch qui provoqua la plus grande peur qu'Eva ait connue depuis son installation là-bas. Un cheval revint sans son cavalier, et le cavalier s'avéra être Isaiah. Il était tombé près d'une clôture quand le cheval avait été effrayé par un serpent à sonnette. La chute fut plus spectaculaire que dommageable. Des côtes meurtries, un poignet foulé et une entaille à la tête qui saignait de manière impressionnante sans être grave. Mais Eva ne savait rien de tout cela quand elle vit le cheval sans cavalier. Et les 20 minutes entre cette vision et l'arrivée de Pete avec Isaiah assis derrière lui furent les 20 minutes les plus longues de sa vie. Elle ne dit rien de ce qu'elle avait pensé pendant ces 20 minutes, une fois qu'elle eut confirmé qu'il n'était pas gravement blessé. Elle évalua les blessures avec la compétence calme qu'elle apportait à tout ce qui devait être fait. Elle nettoya la blessure à la tête, banda le poignet et le fit rester tranquille malgré sa résistance, ce qui nécessita le genre d'insistance ferme qu'elle avait pleinement appris à déployer. Plus tard, quand il fut installé, que Daniel et Harriet dormaient et que le ranch était calme, elle s'assit à côté de lui dans la chambre. Il la regarda à la lueur de la lampe et vit ce qu'elle n'avait pas dit. « Je suis désolé de t'avoir fait peur, dit-il. Les gens se tombent de cheval, dit-elle. Ça arrive. Eva, dit-il. Elle croisa son regard. Je sais que ça arrive, dit-elle. Je sais que ça arrive et je sais que tu es prudent et je sais que tu fais ça toute ta vie et j'étais quand même terrifié.
Je sais, dit-il. Elle tendit la main et la posa sur son poignet bandé en évitant soigneusement le bandage. Sois juste aussi prudent que tu peux l'être, dit-elle. C'est tout ce que je demande. Toujours, dit-il. J'ai de très bonnes raisons d'être prudent. Elle resta avec lui jusqu'à ce que la lampe baisse et qu'il s'endorme. Elle resta encore un moment après cela, écoutant sa respiration dans le silence du ranch, avec la nuit du Kansas à l'extérieur de la fenêtre et les deux enfants endormis dans la pièce voisine. Et tout cela exactement comme il se devait. Toute cette vie qu'elle avait construite depuis le début d'un rire dans une boutique de couture. Daniel commença l'école à l'automne de cette année-là, ce qu'il aborda avec le même sérieux systématique qu'il appliquait à tout ce qu'il décidait de valoir la peine. Il était doué pour l'apprentissage, comme certains enfants le sont simplement, lisant rapidement et se souvenant de ce qu'il lisait. Et le maître d'école, un jeune homme patient de l'Ohio nommé M. Ferris, dit à Eva lors de la première réunion de parents que Daniel était l'un des élèves les plus attentifs qu'il ait eu. Eva rapporta cela à Isaiah, qui le reçut avec l'expression d'un homme qui n'était pas surpris, mais qui était gratifié d'une manière qu'il allait garder modeste. « C'est un bon penseur, dit Isaiah. Il tient ça de son père, dit Eva. Il tient ça de sa mère, dit Isaiah. Ils tiennent ça de nous deux, dit Eva. C'est probablement pour ça qu'il est si minutieux. Isaiah lui sourit de l'autre côté de la table de la cuisine, où ils avaient cette conversation le matin, avant que la journée ne commence. Comme tant de leurs conversations se déroulaient dans le cadre ordinaire des jours ordinaires, sans rien de cérémoniel. Juste deux personnes qui se connaissaient complètement, parlant au début d'une matinée. Harriet, à 3 puis 4 ans, était une personne d'un tout autre genre que son frère. Non pas qu'elle soit moins intelligente, mais son intelligence suivait des canaux différents. Elle s'intéressait à tout ce qui était physique, les chevaux, les poules, les chiens et le temps, passant son temps dehors par tous les temps avec un enthousiasme qui dépassait parfois la surveillance disponible. Elle s'intéressait aussi, il s'avéra, à la couture, ce qu'Eva découvrit en trouvant Harriet dans son atelier un après-midi, avec un morceau de tissu de récupération et une aiguille, essayant de le coudre avec la concentration féroce de quelqu'un qui avait décidé de comprendre quelque chose par soi-même. Eva s'assit à côté d'elle et ne fit pas tout un plat de la découverte. « Laisse-moi te montrer la bonne façon de tenir l'aiguille, dit-elle. Harriet la regarda avec d'énormes yeux sérieux et dit « J'y suis presque. »« Tu y es presque, » dit Eva honnêtement. « Tiens, comme ça. » Elle ajusta les petits doigts d'Harriet sur l'aiguille avec la patience qu'elle avait toujours eue pour enseigner, et le visage d'Harriet devint encore plus concentré, puis s'éclaira de la satisfaction de quelque chose qui se mettait en place. « J'ai réussi, » dit Harriet. « Tu as réussi, » acquiesça Eva. Isaiah apparut dans l'embrasure de la porte et les regarda toutes les deux à la table de l'atelier, sa femme et sa fille, leurs têtes sombres penchées ensemble sur un morceau de tissu. L'expression sur son visage était celle qu'Eva chérissait le plus, celle qui était simplement et complètement heureuse, sans aucune complication. Au moment où Daniel eut 8 ans et Harriet 5, le ranch Bristol s'était de nouveau agrandi. Pas de façon spectaculaire, mais régulièrement, comme Isaiah faisait tout. Il ajouta une section au sud qui leur donnait accès à un cours d'eau saisonnier et améliorait les pâturages d'été. Pete Dalloway avait pris un rôle de second, formant un des jeunes ouvriers nommé Thomas, pour prendre en charge une plus grande partie de la gestion quotidienne. L'exploitation d'Isaiah avait atteint une taille où elle pouvait être gérée plutôt que de nécessiter sa présence dans chaque recoin à chaque instant. Cela lui donnait une flexibilité dans ses journées qu'il utilisait de diverses manières, y compris en venant en ville avec Eva les jours où elle y allait, plus souvent qu'auparavant. Il s'asseyait parfois dans un coin de sa boutique ces jours-là avec un livre ou quelques petites réparations, et était totalement discret d'une manière qu'Eva trouvait à la fois surprenante et caractéristique de lui. Il était simplement là, en arrière-plan de sa journée de travail, et les clients qui le remarquaient ne remarquaient que la présence calme et non exigeante d'un homme à l'aise dans un espace qui n'était pas principalement le sien. Il conversait occasionnellement avec les clients qui s'adressaient à lui, brièvement et agréablement, puis retournait à son livre. Eva pensait parfois que c'était l'une des choses qu'elle aimait le plus chez lui, qu'il n'avait aucun besoin d'être le centre de la pièce où il se trouvait. Clara Vance, qui avait été l'apprentie d'Eva pendant 4 ans et était maintenant pleinement son assistante,
traitait Isaiah avec la familiarité chaleureuse de quelqu'un qui avait observé un mariage d'assez près pour avoir une affection sincère pour ses deux membres. Elle lui disait parfois des choses qu'elle n'aurait pas dites au conjoint d'un employeur dans des arrangements plus formels. Et Isaiah recevait ces choses avec l'équanimité d'un homme qui n'était pas facilement dérangé. Un après-midi particulier, Clara lui dit sans lever les yeux de son travail. Saviez-vous que Madame Monroe savait dès la première semaine où vous avez commencé à venir pour des promenades que vous alliez faire votre demande? Isaiah leva les yeux de son livre. Elle vous a dit ça? Demanda-t-il. Elle l'a dit à Madame Alcott, dit Clara. Madame Alcott me l'a dit. Isaiah y réfléchit. Elle le savait avant que je ne fasse ma demande, dit-il. Elle a dit que vous aviez l'air d'un homme qui avait déjà décidé quelque chose, dit Clara, et qui cherchait juste l'ordre des mots. Isaiah resta silencieux un moment, traitant l'information. Puis il dit, « Avait-elle raison? » « Elle a presque toujours raison, dit Clara. C'est pour ça qu'elle est mon employeur. » Eva, qui était dans l'arrière-boutique et pouvait entendre tout cela très clairement, garda son visage impassible, continua à enfiler l'aiguille avec laquelle elle travaillait et ne dit rien. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Isaiah lui dit, « Tu savais. »« Je m'en doutais, dit-elle. »« Tu as dit à Madame Alcott que tu savais, dit-il. »« J'ai dit à Madame Alcott que je m'en doutais, corrigea-t-elle. »« Quelle était la différence, Thomas? Demanda-t-il. Elle y réfléchit honnêtement, comme elle réfléchissait toujours aux choses. « La différence, c'est que je ne savais pas encore si mon jugement sur vous était fiable, dit-elle. J'espérais que oui. Je m'en doutais. Je ne le savais pas. Ça a pris un peu plus de temps. » Il absorba cela comme il absorbait les choses. Il chevauchait dans la agréable lumière du soir d'automne, les chevaux marchant d'un pas régulier sur la route familière vers le ranch. « Quand as-tu su que c'était fiable? » demanda-t-il. Elle y réfléchit aussi. « Le soir où tu m'as parlé du litige foncier, dit-elle. Pas à cause du litige, mais à cause de la façon dont tu me l'as dit. Tu m'as tout dit, y compris la partie la plus difficile à dire. Les gens qui vous donnent la pire partie sont des gens en qui vous pouvez avoir confiance pour vous dire la vérité. » Il resta silencieux. Puis il dit, « C'est une observation très spécifique. J'ai eu 4 ans de solitude pour affiner mes observations, dit-elle. Tu n'étais plus seul après juin de la première année, dit-il. Non, émit-elle, pas après juin. Ils atteignirent le ranch aux dernières lueurs du soir et mirent des chevaux à l'écurie ensemble, une tâche qu'ils partageaient ainsi depuis des années, facile et conviviale. Puis ils entrèrent dans la maison où Daniel était à la table de la cuisine avec un livre, et Harriet était par terre en train de construire quelque chose d'architectural avec des blocs que Pete lui avait sculptés. L'odeur du souper qu'Eva avait préparé avant de partir ce matin-là flottait chaleureusement dans l'air. Isaiah accrocha son chapeau à son crochet et regarda la pièce et les gens qui s'y trouvaient avec une expression qui n'avait besoin d'aucune analyse. Il s'assit à côté d'Harriet et lui demanda ce qu'elle construisait. Elle expliqua avec un grand sérieux que c'était une grange. Il la regarda sérieusement et dit qu'elle avait bien compris la structure porteuse, mais que le toit aurait besoin d'une autre poutre de soutien. Harriet y réfléchit, ajouta un autre bloc, et la structure s'améliora. Eva mit le souper sur la table et les appela tous. Ils vinrent, Isaiah soulevant Harriet sur sa chaise et Daniel fermant son livre avec le geste délibérément réticent d'un enfant qui ne voulait pas que quiconque sache à quel point il était absorbé. Ils s'assirent ensemble à la lueur de la lampe de la cuisine du ranch et le soir s'installa autour d'eux. Après le souper, après que les enfants furent couchés, Eva et Isaiah s'assirent sur le porche comme ils le faisaient souvent après la fin de la journée, dans le silence confortable et particulier de 2 personnes qui n'avaient pas besoin que le silence soit comblé. Le ciel au-dessus de la plaine du Kansas était immense et parsemé d'étoiles, le genre de ciel qui n'est visible que depuis des endroits où l'obscurité est vraiment sombre. La nuit était fraîche et sentait l'herbe sèche et la première trace de l'automne à venir. « Es-tu heureuse? » demanda Isaiah, ce qu'il lui demandait parfois, non pas parce qu'il était incertain, mais parce qu'il aimait entendre sa réponse. Elle y réfléchit comme elle réfléchissait à tout, comme une vraie question méritant une vraie réponse. « Je le suis, dit-elle, entièrement, spécifiquement et sans réserve. »« Bien, dit-il. »« Et toi? » demanda-t-elle. « Oui, dit-il sans hésitation ni réserve. » Chaque jour, elle tendit la main et prit la sienne dans l'obscurité.
Ils restèrent assis là, ensemble sur le porche, tandis que les étoiles se déplaçaient dans leur lent et immense arc au-dessus d'eux, et que le ranch était calme autour d'eux, tout étant installé et juste. Tout le bon poids de la vie qu'ils avaient construite ensemble, reposant aussi légèrement que l'air de la nuit. Ils restèrent là jusqu'à ce que le froid se fasse assez ressentir pour rendre l'intérieur attrayant. Puis ils rentrèrent, attisèrent le poêle, vérifièrent les enfants, éteignirent la lampe et s'installèrent dans l'aisance de deux personnes qui avaient appris le langage de la présence de l'autre, si complètement qu'être ensemble était l'état le plus naturel des choses. Les années continuèrent de passer de leur manière riche et habitée. Daniel devint un garçon grand pour son âge et sérieux dans ses intérêts, qui étaient les chevaux, les livres et la science particulière du fonctionnement des choses. Et Isaiah commença à lui enseigner le travail du ranch quand il eut 9 ans, avec la même patience systématique qu'il appliquait à tout. Harriet devint une fille qui était partout à la fois et s'intéressait à tout. Elle suivait Eva dans l'atelier quand elle le pouvait et suivait Isaiah dans le ranch quand elle le pouvait. Elle était généralement la personne la plus susceptible d'être à l'endroit exact où personne ne s'attendait à ce qu'elle soit, pour des raisons qui avaient toujours un sens complet une fois qu'elle les expliquait. Ils eurent un troisième enfant l'année où Daniel eut 10 ans, un autre fils, né en mars et nommé William, non pas en l'honneur d'un homme en particulier, mais parce que c'était un nom qui lui convenait dès le premier jour, quelque chose de solide et de simple dans lequel il pourrait grandir. William fut dès le début le plus content des 3 enfants, heureux d'observer avant d'agir, regardant son frère et sa sœur aînée avec une attention calme et intéressée qui rappelait puissamment Isaiah à Eva. 3 enfants, dit Isaiah la nuit de la naissance de William, assis à côté d'Eva comme il le faisait toujours après l'arrivée de leurs enfants, proches, attentifs et nulle part ailleurs. 3 enfants, confirma-t-elle. Est-ce que ce que tu voulais? Demanda-t-il. Quand tu es venu à Caldwell avec ta machine à coudre, vouliez-vous ce que là? Elle pensa à la femme qui était descendue de la diligence à Caldwell en 1874, avec un modeste héritage, un plan et aucune image particulière de l'avenir au-delà de la forme immédiate de la boutique. Je voulais quelque chose, dit-elle. Je ne savais pas quoi. Je n'avais pas imaginé cela spécifiquement. Es-tu contente que ce soit devenu ça? Demanda-t-il. Elle le regarda à la lueur de la lampe de la chambre où ils vivaient ensemble depuis des années, avec le bruit de Daniel et Harriet endormis dans la pièce voisine et William dans son petit berceau à côté du lit. « Isaiah, dit-elle, je suis si contente que c'en est presque effrayant parfois. » Il prit sa main. « N'aie pas peur de ça, dit-il. »« Je n'ai pas peur, dit-elle. »« Pas vraiment. Je suis juste parfois consciente de la bonté spécifique de tout ça. Et je veux le tenir précieusement. Nous le tiendrons précieusement, dit-il, ensemble. » Elle le regarda dans le calme de la pièce et pensa au matin où elle avait ri de lui de l'autre côté du comptoir de sa boutique, son chapeau à la main et sa certitude parfaitement confiante sur quelque chose dont il n'avait pas encore réglé les détails. Et le rire qui était sorti d'elle avait été la chose la plus réelle qu'elle ait produite depuis des années, le premier moment à Caldwell où elle avait été complètement et sincèrement elle-même, sans calcul. Et ce qui avait suivi avait été ceci, tout cela. Construire, continuer et grandir dans les années du Kansas. « Tu sais, dit-elle, quand tu es entré dans ma boutique et que tu m'as demandé de faire une robe de mariée avant d'avoir fait ta demande à qui que ce soit, je ne pensais pas que je regardais l'homme avec qui je passerais ma vie. »« Que pensais-tu? » demanda-t-il. « Je pensais que tu étais le client le plus étrange que j'ai jamais eu, dit-elle. Et puis j'ai pensé que tu n'étais probablement pas aussi ridicule que la demande le laissait paraître. Et puis tu es parti et revenu, et j'ai revu mon estimation à la hausse plusieurs fois. » Il sourit. « Tu me dis que je t'ai conquise peu à peu, dit-il. Comme quelque chose d'extrêmement tenace et d'extrêmement bon, dit-elle. Il rit, et le rire était chaud et réel dans la pièce silencieuse. William s'agita brièvement dans son berceau puis se rendormit. Et dehors, la nuit du Kansas était claire, froide et pleine d'étoiles. « Dors, dit Isaiah. Tu as besoin de repos. » « Dans un instant, dit-elle, et elle resta éveillée un peu plus longtemps pendant qu'il s'endormait, regardant l'obscurité du plafond et écoutant les bruits de la maison dans la nuit, tous familiers et aimés, la musique particulière d'une vie qui avait été construite note par note à partir d'un seul moment de rire dans une boutique de couture.
À l'automne de l'année suivante, Clara Vance vint annoncer à Eva qu'elle était courtisée par Thomas, le jeune ouvrier de ranch que Pete Dalloway avait formé pour prendre en charge une plus grande partie de la gestion du ranch Bristol, et que les choses semblaient prendre une direction sérieuse. Eva accueillit cette nouvelle avec la chaleur sincère qu'elle ressentait et offrit à Clara une matinée de congé pour déjeuner le dimanche avec la famille de Thomas. Puis elle s'assit et eut la conversation que Clara avait besoin d'avoir sur ce que signifiait de continuer à travailler après le mariage et sur le fait que la bonne personne ne lui demanderait pas d'arrêter. Monsieur Bristol ne vous a jamais demandé d'arrêter, dit Clara. Monsieur Bristol m'a construit un atelier, dit Eva. La bonne personne vous montre qui il est par ce qu'il fait, pas seulement par ce qu'il dit. Clara la regarda avec l'attention lucide de quelqu'un qui prend une note importante. Et Thomas? Demanda-t-elle. Je pense que Thomas est un homme bien, dit Eva honnêtement. Je l'observe depuis 3 ans. Il est stable, gentil et il respecte le travail qu'il fait et les gens avec qui il le fait. Ce ne sont pas de petites choses. Clara hocha la tête, satisfaite. Thomas et Clara se marièrent au printemps suivant dans la même église de Caldwell, où Eva et Isaiah s'étaient mariés 8 ans auparavant. Eva fit la robe de Clara, une magnifique mousseline ivoire avec de délicates nervures au corsage qui lui prirent 3 semaines et fut la plus belle pièce qu'elle ait faite depuis sa propre robe de mariée. Clara pleura en l'enfilant pour l'essayage, ce qu'Eva permit pendant environ 30 secondes avant de lui tendre un mouchoir et de lui dire de respirer doucement, sinon elle devrait élargir les coutures du corsage. Isaiah et Eva étaient assis ensemble sur le banc de l'église, regardant Clara et Thomas échanger leurs vœux. Isaiah se pencha légèrement vers Eva et dit très doucement, « Te souviens-tu des nôtres? » « Chaque mot, dit-elle. Il prit sa main comme il l'avait prise à la lueur de la lampe le soir de leur mariage, avec une fermeté prudente, et la tint pendant le reste de la cérémonie. Pete Dalloway, assis de l'autre côté d'Isaiah, remarqua cela et regarda l'autel avec l'expression d'un homme qui n'était absolument pas ému et n'allait pas envisager d'autres interprétations. Le ranch Bristol continua de s'agrandir et la famille Bristol continua de remplir la maison qu'Isaiah avait construite de leur version particulière de la vie, qui était occupée, directe, chaleureuse et parfois bruyante quand les enfants étaient tous dans la même pièce avec des opinions sur le même sujet. Daniel était maintenant un adolescent et travaillait au ranch pendant les étés avec une compétence qui remplissait la poitrine d'Isaiah, de la fierté particulière de voir quelqu'un que l'on aime devenir sa propre personne. Harriet apprenait à coudre avec une intention sérieuse et apprenait aussi à monter à cheval avec la même intention. Et il devenait clair qu'elle serait quelqu'un qui ferait exactement ce qu'elle déciderait de faire et le ferait complètement. William était le centre calme des 3, observateur et doux de nature, déjà le genre d'enfant à qui les adultes confiaient des choses sans trop savoir pourquoi. La boutique d'Eva prospérait. Elle avait agrandi l'espace en louant la pièce voisine de la boutique d'origine lorsque le barbier avait déménagé dans des locaux plus grands. Clara s'occupait de la réception, tandis qu'Eva gérait le travail plus complexe et les arrangements commerciaux. C'était une petite entreprise dans le sens où petit signifiait réel et solide plutôt qu'insignifiant, et Eva en était fière, de la fierté solide de quelque chose construit de son propre travail sur de nombreuses années. Un soir particulier d'octobre, alors que les enfants étaient au lit, que le ranch était dans son calme automnal et qu'Isaiah et Eva étaient sur le porche comme à leur habitude, Eva dit, « J'ai pensé à quelque chose. »« Dis-moi, dit-il. »« J'aimerais prendre une deuxième apprentie, dit-elle. Il y a une fille qui est venue la semaine dernière, la fille de la famille Lemorne, sur la route de l'Est. Elle a 17 ans, elle veut apprendre le métier, elle a de bonnes mains et une bonne attention, mais elle ne peut pas payer pour l'instruction. » Isaiah y réfléchit. « À quoi penses-tu? » demanda-t-il. « Je pense à lui enseigner comme ma mère m'a enseigné, » dit Eva, sans paiement pour l'instruction en échange du travail qu'elle apporte à la boutique. « Alors fais-le, dit-il. Ça ne rapportera pas plus d'argent immédiatement, dit-elle, car elle lui donnait toujours l'image complète. Nous n'avons pas besoin de plus d'argent immédiatement, dit-il. Fais-le parce que c'est juste de le faire. Eva le regarda dans l'obscurité de l'automne. Tu es un homme extrêmement bon, dit-elle. Tu dis ça, dit-il, et puis tu te disputes toujours avec moi sur l'endroit où je laisse mes bottes. Les deux choses sont vraies simultanément, dit-elle,
Il sourit, et c'était le plus grand sourire qu'elle ait jamais vu sur un visage, celui qui lui appartenait spécifiquement, plein, simple et complètement présent. Et elle pensa qu'elle ne cesserait jamais dans sa vie d'être reconnaissante pour le matin ridicule, particulier et merveilleux où il était entré dans sa boutique, son chapeau à la main, et lui avait demandé de faire une robe de mariée qu'on ne lui avait pas encore demandé de porter. C'était toute la forme de la chose, pensa-t-elle. Toutes les années plus tard, avec les étoiles au-dessus et la nuit du Kansas autour d'eux, les enfants endormis dans la maison derrière elle et l'homme à ses côtés, qui était exactement celui qu'il avait toujours été, constant, honnête et entièrement sien. C'était toute la forme d'une vie. Un rire dans une boutique de couture, une promenade au bord du ruisseau, une demande en mariage sous la pluie, une robe cousue avec un brin caché de fleurs des prairies sur l'ourlet, puis toutes les années de choix et d'être choisi, de construire et de tenir précieusement jour après jour dans le bon, ordinaire, extraordinaire miracle de tout cela. Elle appuya sa tête contre son épaule et il passa son bras autour d'elle. Ils restèrent assis dans le silence confortable jusqu'à ce que la nuit soit bien avancée et que le froid les rappelle à l'intérieur. Et ils rentrèrent ensemble dans la maison qui était de la leur, dans la vie qui était de la leur, fermèrent la porte sur l'obscurité, et tout était exactement comme il se devait.